Élection de 2023. Quel remède pour un processus électoral apaisé? Désignation des membres des familles comme suppléants. Cela ne risque-t-il pas de créer des frustrations au sein des partis politiques? La situation sécuritaire fragile dans l'est du pays ne va-t-elle pas perturber le processus électoral? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Marielle Mbikaï, députée honoraire et au cadre du Parti travailliste, épouse et mère servante de Dieu. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de Top Congo FM et surtout à l'écoute de ce magazine, le débat au féminin. Le plaisir est pour nous de vous retrouver, chers fidèles auditrices et auditeurs et chers amis internautes. Nous parlons aujourd'hui processus électoral, élection de 2023. Quel remède pour un processus électoral apaisé? Nous allons tourner autour des questions comme processus électoral, identification des électeurs, échec ou réussite, désignation des candidats. On parlera des désignations des membres des familles comme suppléants. Est-ce que cela constitue un risque et cela ne pourra-t-il pas créer des frustrations au sein des partis politiques? On va également placer un mot sur la situation sécuritaire, vous le savez, qui se dégrade à l'est du pays. Est-ce que cette situation sécuritaire qui se dégrade ne constituera pas un frein pour l'organisation des bonnes élections? Un mot peut-être sur le mariage, la famille. On va ramasser tous ces sujets avec notre invitée, Madame Marielle Mbikaï. Elle est membre de l'Union sacrée au cadre du Parti travailliste, épouse et mère. Elle est également servante de Dieu. Bonjour, madame. Bonjour. Nous allons commencer par le processus électoral, madame. Quelle évaluation vous faites de ce processus d'identification et d'enrôlement des électeurs? Vous êtes politique, vous êtes femme de terrain. Quelle évaluation vous faites de tout ce qui vous est parvenu comme problème rencontré? Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été apportées à tous ces problèmes? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je ne fais pas partie des membres de CENI, mais du moins, en tant que politique, je félicite d'abord la CENI pour avoir démarré. Tout simplement parce que les gens n'avaient plus espoir. Les gens pensaient, ils parlaient trop de glissement, ils parlaient trop de ceci, de cela, mais quand même, la CENI a prouvé qu'elle n'avait pas ces intentions-là. Elle n'avait pas ces intentions-là. Et puis, mais je demande à la CENI de tenir compte de toutes les plaintes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Il y a des gens qui disent ils étaient partis au bureau, ils doivent faire 2 jours. Quand tu pars pour te faire enrôler, il faut faire 2 jours. Et il y a des gens qui disent, je suis ça sur Top Congo souvent, et il faut donner de l'argent, tout ça. Il faudrait que la CENI tienne compte de toutes ces préoccupations-là. Mais aussi, c'est un travail technique. C'est un travail technique. À mon sens, ça doit avoir un travail technique connaît toujours des petits couacs. Donc, cela ne veut pas dire que dramatiser tel que certaines personnes dramatisent dans les médias. Non, on ne peut pas dramatiser. Tout travail technique, toute œuvre humaine a toujours des erreurs. Et c'est bien comme les gens en parlent, c'est bien comme les gens se plaignent. Et puis, c'est pour le bien de tous, pour qu'on puisse enfin avoir de bonnes élections. Donc, vous ne partagez pas l'avis de ceux qui disent que tous les problèmes techniques rencontrés pourront avoir une incidence sur la date même des élections, qu'on peut glisser tout simplement parce qu'il y a ces machines qui ne répondent pas dans certaines zones, il y a ces centres qui ont ouvert en retard. Vous ne partagez pas leur avis? Dire que je ne partage pas leur avis, ou je partage, je me dis, ils peuvent avoir peut-être raison. Mais comme je venais de dire, il s'agit là de la technique. C'est-à-dire, un ordi, par exemple... La technique a ses caprices. Oui, ça a des caprices. Un ordi, par exemple, vous pouvez acheter ça aujourd'hui, vous essayez de lancer, vous voyez que ça se bloque. Parfois, nous partons dans des banques pour retirer notre propre argent. On vous dit qu'il n'y a pas de connexion. Qu'est-ce que nous faisons? Nous patientons, nous attendons. Ça, ce n'est pas la faute de la caissière qui doit vous servir.
Il s'agit là de la technique. Mais quand on dit on risque de... C'est encore quoi votre... On dit que on risque d'avoir un retard même dans l'organisation des élections, repousser la date de l'organisation des élections parce que l'enrôlement a connu un retard également. Mais qu'est-ce qu'eux proposent à la place? Vous savez, dans chaque chose, quand vous condamnez, il faut avoir une proposition, madame. Qu'est-ce que ces gens-là qui disent ça proposent? Qu'est-ce qu'ils proposent à la CENI? La CENI est en train de se battre sur le terrain. Moi, je ne suis pas de la CENI. Moi, la CENI ne fait pas partie de notre famille politique. La CENI est notre. Mais on dit que votre famille politique, c'est celle qui a envoyé le plus des membres. Il y a même l'actuelle opposition, le FCC, qui a demandé à ses partisans de ne pas se faire enrôler parce que pour le FCC, la CENI n'a pas ses représentants. Il n'y a pas ses représentants au sein de la CENI. Ils demandent qu'on puisse même recomposer cette CENI, recomposer la Cour constitutionnelle. Oui, l'opposition, c'est tout à fait normal qu'ils puissent dramatiser pour interdire, ça c'est juste une parenthèse que je vais vite fermer, pour interdire les membres, il faut en avoir assez. Et puis l'autre côté, même IDPS qui était implanté sur toute la République, quand il avait interdit, il y a eu élection. Donc il y a le passé qui devrait nous faire voir que quand le train a déjà démarré, ça ne s'arrête plus. Ça, c'est leur point de vue, c'est normal, nous sommes en démocratie, ils ont droit d'émettre leur point de vue, ils ont droit de prendre des positions, c'est tout à fait logique. C'est ça, quoi, madame, pour moi. Mais dans tout ça, nous demandons à la CENI de tenir compte, comme ce que je venais de dire au début, nous demandons à la CENI de tenir compte de ça, parce que nous voulons quand même que la CENI de cette législature s'améliore par rapport au travail fait. Et qu'il y ait moins de contestations après. Oui, c'est ça. C'est tout ce que nous voulons. Et le score par rapport au nombre d'enrôlés dans la première ère opérationnelle, on parle de plus ou moins 64% d'enrôlés. Est-ce que vous ne craignez pas que ce faible taux, on n'a même pas encore atteint les 80%, ce faible taux ne puisse faire perdre des sièges à certaines circonscriptions électorales? Madame, j'ai peut-être un défaut d'être très positive. J'évite d'être négative. Alors, à chaque chose, je pars à la source. Moi, quand j'ai écouté le président de la CENI, il a dit qu'ils allaient arriver au résultat escompté. Donc, il faudrait leur qu'on laisser puisse le lui temps. faire confiance, qu'on puisse faire confiance au président de la CENI, parce que c'est lui le technicien, c'est lui le spécialiste. Nous tous, on a peur, oui, vous avez dit, vous craignez, les gens là craignent que, oui, ça c'est vrai, mais moi je n'ai pas ce don-là de craindre à tout moment, à chaque instant pour me stresser. Je me dis, comme il a dit ça, il connaît son travail, il ira jusqu'au bout. Vous ne constatez quand même pas un faible taux de participation? Bien sûr, les gens se découragent. Il y a des moments où les gens se découragent. Tu vois une maman trop vieille, un papa trop vieux, quand il part aujourd'hui, il fait toute la journée et puis après, il n'est pas enrôlé. Quelqu'un qui doit aller au travail, à l'école. Oui, il n'est pas enrôlé et peut peut-être se décourager. Mais je vous dis que dernièrement, quand on a réuni les mamans dans notre parti, on a posé la question, qui se sont déjà enrôlés? C'était presque toute la salle. Et montrez vos cartes. Ils ont montré. Donc, tant que la population sera déterminée, chacun va se battre pour se faire enrôler. Si la CENI fait ça exprès, ça c'est son problème. Mais dis-moi, tel que je vois les choses avancer, c'est dur, mais nous allons arriver au bon résultat, madame. Puisque vous parlez déjà de votre parti, comment vous vous organisez au niveau du Parti travailliste, parti dans lequel vous êtes au cadre, pour préparer justement cette femme à affronter les prochaines élections? Généralement, au Parti travailliste, on ne défend pas seulement la femme, madame. Au Parti travailliste, il y a les hommes et les femmes. Puisque nous sommes d'abord dans ce magazine qui parle de la femme. Au parti travailliste, moi, souvent, quand je passe dans des émissions, souffrais que je ne puisse pas parler. Les femmes doivent faire. Les femmes, non, je ne suis pas dedans.
Je défends et les hommes Et les les femmes. Au Parti travailliste, il y a une commission qu'on appelle commission électorale pour recruter des candidatures. Les candidatures et des hommes et des femmes. Rassurez-vous que jusqu'ici, sur autant de candidatures qu'on a déjà recrutées, il y a à peine 3 ou 4 femmes. Pourquoi? Ah, mais pourquoi? Est-ce qu'on force les femmes? Vous voyez? Elles ont peur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, madame. Les ambitions, est-ce qu'ils ont des ambitions? Je ne sais pas. Mais moi, je fais partie de cette commission-là. Donc, il y a vous basez sur base de quels critères? Il y a 4 hommes et 3 femmes. Je fais partie de ces 3 femmes. Nous demandons, non, mais quels critères? Les critères, c'est basé sur la loi électorale, bien sûr. On ne peut pas demander d'autres critères que ça. Vous voyez? Mais curieusement, même à l'intérieur, quand on envoie, vous sentez qu'à peine ce sont des hommes. Nous demandons, mais est-ce qu'il n'y a pas de femmes? Non, jusqu'ici, il n'y a pas de femmes. Donc, la Ligue de femmes de votre parti ne doit peut-être pas pousser encore les femmes à prendre conscience. Elles ont peut-être des ambitions, elles ont peur de se lancer. Non, on parle. On a beaucoup de femmes. Ici, c'est parmi les 3 ou 4, c'est généralement... Allez dans beaucoup de partis, hein, vous verrez que les femmes ne se manifestent pas beaucoup. Vous n'avez qu'à voir au Parlement, non? C'est pratiquement 10%. C'est dû à quoi? C'est pratiquement 10%. Est-ce que c'est notre société? Je me dis, les femmes de notre société se donnent beaucoup plus au commerce. Elles sont très fortes et se donnent plus dans la société civile. Vous les verrez, elles sont vraiment debout pour défendre la société et elles sont nombreuses dans des entreprises publiques comme privées. Dans les associations et aussi. Oui, c'est la société civile. Mais en politique, elles sont en train de venir de plus en plus. Elles sont en train de venir de plus en plus parce qu'en 2011, par exemple, et quand je suis arrivé ici, vous m'avez dit non, pour avoir les femmes dans les émissions politiques, c'est difficile. Vous voyez? Et c'est vrai, c'est ça la vérité. Mais aussi, il y a un problème de moyens, parce que battre campagne, ça demande de moyens. Vous verrez même... Notre État, jusque-là, ne finance pas, ne subventionne pas les femmes. Et je crois qu'il y a aussi le problème de moyens. À part, les femmes peuvent avoir des ambitions politiques. Mais il faut avoir les moyens sur le terrain. Même celles qui sont présidentes des partis politiques, elles ne sont pas très, très présentes sur les terrains, ces femmes-là. Oui, vous êtes journaliste, vous n'avez qu'à aller leur poser des questions. Hein? C'est ça le constat qu'on a eu à faire. Bon, peut-être qu'elles vont Quel dire... remède? Peut-être qu'elles vont dire, nous sommes discriminés. Moi, je ne suis pas dans l'association de ceux qui pleurent. C'est la chanson de tous les jours. Je suis dans l'association de ceux qui se battent. Et c'est ça qui affronte. Quel remède on peut apporter à cette maladie? Oui, la maladie, s'il faut, parmi les femmes qui se sont engagées, s'il faut que le président de la République, dans le premier gouvernement, je crois, même le deuxième ici, il avait quand même promu les femmes. Il a quand même pris un grand nombre de femmes comme ministre. Il défend quand même. C'est quand même bon, les oui. femmes, oui. Oui, ça fait quand même. C'est bien, c'est à encourager. Et comme ça, ils peuvent peut-être trouver les femmes qui se donnent, qui se battent, mais qui n'ont pas assez de moyens pour aller battre campagne, les promouvoir, les nommer dans des postes où on peut placer. Comme ça, ils ont un peu de moyens parce qu'ils seront rémunérés. Ah, mais oui, parce qu'ils seront rémunérés et puis après, prochainement, ils iront battre campagne. Lors des prochaines Oui, échéances. c'est ça. Parce que sinon, quand tu n'as pas de moyens, tu vas faire quoi? Pour ou contre la désignation des membres de famille comme suppléants sur les listes électorales? Pour contre, c'est les membres de famille étrangers ou congolais? Papa, candidat,
maman, première suppléante, l'un des fils, ou papa Leki, ou Noko, deuxième suppléant. Comme nous marchons avec des tests, notre constitution interdit ou permet? Est-ce que ça permet ou ça interdit? Rien à dire. Madame, cette histoire-là, je sais que... au Parlement, ça a suscité un débat houleux. Je sais que dans tout ça, il y a plus de... Vraiment, que les gens qui vont nous suivre nous permettent le terme de la haine et la jalousie. Pourquoi? Pour une personne qui est peut-être à la maison, qui est ménagère, qui est innocente, qu'on va prendre pour proposer qu'il soit nommé, c'est à la place de ceux qui se sont battus. C'est peut-être injuste par rapport à ceux qui se sont battus. Encore que le poste, là, c'est un seul poste, ça ne prendra pas 1000 personnes qui se sont battues. Même si on prendrait dans le groupe de 1000, madame, on va prendre une seule personne, les autres seront frustrés. Madame, ailleurs, en France par exemple, François Hollande a promis, a soutenu Ségolène Royal à la présidence. Nous avons applaudi au Congo. Nous étions fiers, nous étions contents. Madame, moi parfois ça me fait un peu mal, vous voyez. Et Trump travaille avec son fils. Là, c'est bon, c'est très bien. Trump, son fils, est chargé de relations, ceci et cela. Nous en parlons. Et Jacques Chirac a travaillé avec ses 3 filles. George Bush également. C'est la vieille démocratie. Je suis en train de citer les Bush la aussi. Démocratie que nous avons empruntée, que nous avons triché pour venir placer les chez Clinton, nous. Les Bush. Nous devons aller avec ça jusqu'au bout, madame. Et puis, je parle encore de qui... les Clinton, les Bush. Les Bush. Papa, président. Le fils, président. L'autre fils, gouverneur, il voulait postuler. Peut-être qu'il va encore postuler. Là, c'est bon. Là où on a l'épouse, les Clinton. Extraordinaire. Bill Clinton était président. Il a fini le mandat. Il a soutenu son épouse comme candidate jusqu'à ce qu'il est arrivé au bout. Là, nous tous, on était contents. Je suis en train de voir Michelle Obama en train de venir, madame. Michelle Obama est en train de venir. Nous avons soutenu la femme de Nelson Mandela, Winnie. Mais quand c'est une Congolaise, sa femme, donc moi je comprends, notre culture ne veut pas que la femme soit promue, que la femme sorte. Et les enfants alors? Mais non, sois calme. Je suis en train de venir, allez-y, madame. Je suis en train de parler. Allez-y. Mais non, quand c'est la femme, on cherche du sensationnel. Il avait proposé sa femme sans se poser des questions. Je donne mon exemple. Madame, j'ai commencé la politique quand on arrêtait encore mon mari. Il était syndicaliste. Alex Onatra. Oui, à l'Onatra. J'ai eu le goût de la politique parce que j'ai vu que chaque fois quand on l'arrêtait, c'était pas juste. Ce n'était pas juste. Parce qu'il défendait les travailleurs. Votre mari, M. Steve Mbikaï. Voilà. Et puis, madame, à ce moment-là, je suis allée comme ça. J'étais membre de l'IDPS, membre d'honneur de l'IDPS. Le président de son temps, il connaît. Il me connaît. On s'est réunis ça à Maïngalou. J'étais membre d'honneur avec la carte de l'IDPS. Membre d'honneur. Madame, en 2006, nous avons fait des marches. Mon mari, moi-même. J'ai eu des grenades. Là, c'est bon. Là, on ne voit pas. Là, vous n'allez pas voir. Là, c'est très bien. Et si on tirait, on allait peut-être nous tuer, nous deux. Là, c'est bon. Oh, on a tué les 2 couples. On a tué les couples. Là, les gens vont dénoncer. Les gens vont parler avec beaucoup de Français qu'on a reçus des Belges. Mais quand maintenant, cette femme-là, qui a lutté, qui s'est battue, on l'a proposé, qui est cadre du parti,
Madame, les membres de mon parti, de notre parti, m'appellent camarades. Nous appelons camarades. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils ne peuvent pas me réduire. Je ne suis pas au parti comme épouse du président. Je suis au parti comme cadre du parti. Madame, je descends sur le terrain. Si c'était la télé, j'allais amener mes différentes descentes sur le terrain. Mais pourquoi on ne peut pas faire le mari est candidat, la femme est candidate aussi? J'ai fait ça en 2006. Mais vous savez ce qui est sorti. Les gens, je n'aime pas dire ça. Vous savez ce qui est sorti? Lui était, le président était à Tchang, moi j'étais à Moamba. Et quand on était au centre de compilation, madame, j'occupais notre parti, la liste de notre parti occupait au moins 3e sur 13. Cette période-là, c'était 13 ou 11 sièges. Sur 11 sièges, nous occupions, après MLC, 5e ou 6e place. Un jour, on occupe 6e place. Un jour, on occupe 5e place. Mais vous savez ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais le nom du monsieur qui a corrompu pour prendre ma place. Vous étiez, vous deux, élus? Oui. Il y avait... vraiment, j'étais. Il se connaît. Parce que je l'ai déjà dénoncé plusieurs fois. Je me suis tue. Alors, il y avait une liste qui était une vraie liste, que l'agent de la CENI m'a amenée après qu'on ait terminé la compilation. Oui, après qu'on ait terminé les conflits à la Cour constitutionnelle, parce qu'à ce moment-là, c'était Cour suprême, hein, je crois. Cour constitutionnelle. Non, constitutionnelle, c'est fini. En 2006, la Cour suprême. Même 2011, c'était pas constitutionnel, c'était... Constitutionnel, je crois que ça a commencé le mandat passé, la législature passée. Avec 2011, il y avait déjà la Cour constitutionnelle. OK. Alors, il m'a amené après. Je suis allé, paix à son âme, auprès de mon avocat, Maître Mukendi, de l'IDPS. Je suis allé lui montrer. J'ai montré les documents là. Vous savez, à côté de mon nom, ce qu'on avait écrit? Non. Mon nom est comme ça. Hein? 5e. À côté, là, on a mis Steve Mbikai. Pour dire? Pour dire, faites attention. Ça, ce sont mes analyses. Faites attention, il s'agit d'elle. Vous devez la remplacer. On ne pouvait pas avoir l'homme et la femme au Parlement. Ça pouvait être quoi, madame? Ces noms-là, le fait d'écrire comme ça pouvait être quoi? J'amène cette copie-là chez Maître Mukendi. Maître Mukendi dit, c'est un très bon document, mais amène-moi l'original. Le monsieur qui m'a amené va demander l'original au monsieur de la CENI. Le monsieur de la CENI a dit, je ne vais pas avoir de problème avec Mbikai. Le monsieur a fui. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, quand vous parlez, quand vous dites, non, et puis les enfants, ce ne sont pas des Congolais. Mais vous ne craignez pas que l'on crée une classe politique composée de certaines familles, qu'on ait seulement ces familles-là qui restent au pouvoir, madame? Un instant, madame. Il y a 10 postes. Il y a 10 postes. On va prendre papa, maman, les enfants, tous les enfants. C'est ça? On prend un enfant, non? Un enfant qui mérite, au cas où, moi je n'ai pas fait ça, mais je trouve que si un enfant mérite, il mérite. Vous savez, à la manifestation, notre première marche du parti, on avait protesté contre les propos de Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait dit qu'on se partage le Congo avec le Rwanda. Le PT était encore trop jeune. Le gouverneur de la ville nous avait même minimisé. Mais quand il a vu le nombre à la gare centrale, il avait envoyé des militaires. Nous étions très nombreux. Une seule famille. Moi, mon mari, mon beau-frère, paix à son âme, il est déjà mort, et notre fils. Et si on nous tuait, nous tous, nous étions là. Et on avait arrêté mon beau-frère. Parce que c'était un monsieur un peu très, très, très fort, là, qui avait des muscles. Et parmi les gens qu'on avait arrêtés, on l'avait aussi arrêté. Est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est... On place les membres de famille parce que non seulement ils ont combattu ensemble avec nous, mais aussi parce qu'on a plus confiance
en ces personnes, elles ne vont pas nous trahir. Parce qu'on a quand même entendu dire, je me souviens, d'un député qui est passé pour dire, quand on plaçait les autres, constatez vous-même combien de décès des titulaires il y avait et les suppléants remplaçaient, et après les suppléants ne savaient plus s'occuper de la veuve et autres. Est-ce que c'est aussi le facteur confiance qui joue dans la désignation des personnes oui, qui sont notamment, proches? mais moi je me dis les problèmes de la mort, c'est déjà partout, les poisons c'est partout. Moi je me dis que quand on a, peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que la campagne, ça se bat avec son argent. C'est facile de battre campagne en famille? Non, pourquoi en famille? Quand vous êtes tous membres d'une même famille, papa, maman, enfant, ou bien vous prenez juste un membre? Non, mais vous n'allez pas. Moi, je me dis, il n'y a aucune famille qui est constituée seulement des politiciens. Moi, je dis ceci. Quand vous trouvez un couple médecin, c'est bon, dans un même hôpital. Quand vous trouvez un couple qui travaille dans une même entreprise, c'est très bon, avec leur fils. Mais il y en a quand même qu'on a vu des enfants qui n'étaient même pas en politique, qu'on a découvert juste après l'élection. Il y en a. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est que j'avais suivi, je me permets de le citer, on est un peu proche, Papa Molière. Oui. Parce qu'il est aussi parmi ceux qui sont attaqués. Papa Molière a dit ceci. Comment je vais faire sortir mon argent? J'ai mes enfants qui ont des ambitions politiques. J'ai fait sortir mon argent de ma poche. Comment convenez-vous que... Mais les élections, c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, on est en train de recruter mais à quoi servent alors les autres membres des partis politiques? De postuler. Parce que les partis, vous voyez, on doit aligner 500 membres. Est-ce que quelqu'un peut avoir 500 membres de sa famille politique, de sa famille biologique? Mais que non. Mm-hmm. C'est-à-dire, on doit aligner 500 membres, 500 candidats. Tout dans les 500 candidats, chacun est appelé à manifester ses ambitions. Si je vous comprends bien, à moins que je vous ai mal compris. Je ne suis pas contre le fait de travailler avec la famille, parce que les membres de la famille font partie de Congolais. Parce qu'ils sont Congolais, ils ne sont pas Rwandais. Mais ceux qui placent leurs femmes qui n'ont jamais été même membres de leur parti politique, tout simplement parce que c'est sa femme, son frère, parce que c'est seulement son frère. Bon, là, vous pouvez aller leur poser la question. Parce que je ne connais pas... Est-ce que ça ne crée pas des frustrations? Je ne connais pas les mobiles qui poussent à ce que... Mais ça ne crée pas des frustrations? Je ne connais pas... Parce que même quand les frustrations, quand quelqu'un veut en avoir, il en aura. Mm-hmm. Parce que même quand on place une personne comme moi, par exemple, ça crée des frustrations auprès des aigris. Et là, je ne peux pas connaître quand on place quelqu'un qui n'a pas combattu, qui n'est pas membre, qui n'est pas au cadre du parti, ou qui n'est pas cadre du parti, qu'est-ce que ça fait? Là, vous pouvez poser des questions à ces gens-là. Et sur les listes des élections à venir, vous aurez des membres de famille comme suppléants? Jusqu'à présent, on n'a pas encore arrêté. On va faire bientôt les congrès du parti. Mm-hmm. Et si les partis trouvent que c'est le parti qui va donner des suppléants, c'est ce qu'on va arrêter, qu'on va mettre en pratique, madame. Vous ne voyez pas que les partis politiques en République démocratique du Congo aujourd'hui ressemblent de plus en plus à des entreprises familiales où on a le père ou la mère qui crée et les enfants, les autres membres des familles qui sont à la tête, qui occupent des postes de commandement? Bon, je ne sais pas, parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu un parti qui fait ça, étant donné que pour avoir un parti politique, pour que les partis politiques soient agréés, il faut avoir 11, à ce moment-là, quand les PTT, on est encore à 11 provinces. Il faut avoir 11 représentants des différentes provinces. Qui peut avoir 11 membres de famille des différentes provinces, madame? Pour qu'ils soient les beaux-frères, les belles-sœurs. Ah, mais ça, là, c'est bon. Hein? Grande famille.
Personne ne peut voir 11 membres de familles qui sont représentés, qui représentent les 11 provinces. Actuellement, c'est devenu 26, madame. Quand quelqu'un va créer le parti, si vous dites qu'il a mis les membres de sa famille, mais il va mettre 26 membres de sa famille des différentes provinces. C'est que la personne-là est très... c'est ça. Petite question de curiosité. Vous allez peut-être nous dire que vous ne connaissez pas tous des autres partis, mais généralement, les documents parcellaires des sièges des partis politiques sont en quel nom? Au nom du président du parti ou c'est au nom de la personne morale qu'est le parti politique? Ça dépend. Ça dépend, c'est un peu comme les églises. Les églises, quand c'est la parcelle, une personne, un membre de l'église qui vous a cédé, qui vous a prêté, là, c'est en son nom. Vous voyez? Et puis, mais s'il a donné comme un don à l'église, là ça devient pour l'église. Oui. C'est pareil. Je me rappelle encore, je cite l'IDPS, sur 10e rue, il y avait le papa Moutanda qui avait donné sa parcelle pour que ça soit un siège du parti. Alors, quand ils ont construit maintenant le siège du parti, ils sont sortis de cette parcelle-là. Vous n'allez pas, s'il est président, vous n'allez pas lui dire de ne pas récupérer sa maison, madame. Vous n'allez pas lui dire de ne pas récupérer sa maison. Ça dépend. Voilà. Alors, madame, on a déjà dit comment vous êtes en train de vous organiser au sein de votre parti, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une campagne électorale précoce qui est en train d'être faite, qui ne dit pas son nom aujourd'hui? Il y a des banderoles déjà dans la ville, ici, on se cache derrière la sensibilisation à l'enrôlement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a 1 ou 2 semaines, notre président, le camarade Simbika, a déploré ça sur son tweet. Il a tweeté pour dire que la ville devient très sale et puis il a demandé aux autorités de la ville de prendre des dispositions parce que nous ne sommes pas pendant la campagne électorale. Il y a certains qui passent déjà dans les médias pour dire « je suis le candidat qu'il vous faut, allez-y, envoyez-moi au Parlement ». J'ai suivi ça moi-même. Oui, il a déploré ça. Bon, c'est aux autorités de prendre des dispositions, surtout aux autorités de la ville, parce que ça ne sert à rien. On ne voit pas ça ailleurs, madame. On ne voit pas ça ailleurs. Je trouve que ce n'est pas une campagne comme telle, mais bon, c'est quelque chose qui ressemble à la campagne électorale. Oui. Et on voit des actions aujourd'hui être posées dans des hôpitaux, dans des orphelinats, des gens qui font des dons. Ça a toujours eu lieu. Oui, mais après, vous verrez, c'est fait après que la personne est allée chercher sa carte d'électeur. Ok. C'est ça. Mais c'est déplorable. Ce n'est pas bon. Je sais que les autorités nous suivent, le gouverneur et tout ça, et son adjoint qui sont en train de travailler sur le terrain. Ils doivent prendre des dispositions, ne sont pas encore à la période de la campagne électorale. Madame, l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire à l'est du pays. Vous le savez, les combats font rage au nord Kivu et peut-être la province de l'Ituri et quelque part dans le sud Kivu, il y a quelques territoires également touchés par l'insécurité. Nous sommes dans une année électorale. Est-ce que cette insécurité ne peut-elle pas perturber l'organisation même des élections? Ne risquons-nous pas d'avoir une partie du pays écartée des élections parce que pas possible d'y accéder? Bon, on ne souhaite pas ça. Je sais que même vous ne souhaitez pas ça. Aucun Congolais ne souhaite ça parce que sinon, on ne peut pas écarter d'autres Congolais à jouer leur rôle de vote. Nous disons que nous devons soutenir nos forces armées pour qu'ils puissent se battre. Et de l'autre côté, il faudrait que les relations diplomatiques soient renforcées, les contacts diplomatiques soient renforcés pour que qu'on puisse arriver à aboutir à un bon résultat avant les élections. Parce que sinon, ça ne sera pas bon qu'on puisse aller aux élections. Comment on ira aux élections sans notre province? Kivu, sans l'Ituri. Non, on peut pas. Ça, c'est moi qui dis. On ne peut pas aller aux élections sans les autres, parce que ce sont nos frères et sœurs
Quel remède, madame, pour qu'on ait des élections apaisées? Ce n'est pas votre première participation. Vous connaissez quand même les frustrations qu'il y a, tout ce qui crée ces contestations après les élections. Qu'est-ce qu'il faut du côté des politiques, du côté de la CENI, du côté de la justice pour que ces élections à venir soient des élections apaisées? À son temps, notre président, le président du PT, les camarades Simbikaï avaient dit qu'il fallait qu'on renforce la transparence. On peut voter, que ce soit par machine, que ce soit à la main, que ce soit n'importe quel vote, mais il faudrait maintenant que dans des bureaux de vote, que chacun renforce, qu'on puisse publier les résultats pratiquement le même jour. C'est possible. Parce que nous avons déjà des téléphones. Nous avons déjà des téléphones et ça peut être possible qu'on puisse, dès qu'on a fini ces bureaux, on affiche et puis chacun les témoins, son témoin. Et tout ça ne sera pas, on aura des élections apaisées et la personne qui est réellement élue sera élue. Vous voyez? Quand bien même jusqu'ici, en Afrique, il n'y a pas des élections apaisées. Hein? C'est toujours, ils contestent, mais pas même l'Afrique, parce que nous avons vu les États-Unis avec Trump. Moi, j'admire beaucoup Trump parce qu'il nous a fait voir que là où il y a les hommes, il y a toujours des contestations. Donc, c'est un peu ça. Je crois que la transparence comme telle, si on fait les élections dans la transparence, et la transparence, c'est aussi chaque candidat avec ses témoins et à ce moment-là, chaque regroupement avec ses témoins, parce que chaque candidat avec ses témoins, il n'y aura pas de place dans les bureaux, de vote. Et la transparence, c'est ce qu'il nous faut le plus. Il faut renforcer la transparence. Mère de famille, vous avez insisté, épouse. Vous avez fêté il y a quelques semaines votre 30e anniversaire de mariage, femme public, homme public. Comment vous arrivez à concilier tout ça? Servante de Dieu, mère de famille, femme politique, députée nationale. Comment vous faites pour concilier tout ça? Je ne peux pas dire que c'est trop facile, comme c'est trop difficile, mais quand on veut, on peut. Et il y a la volonté dedans. Il y a la volonté, et puis Dieu savait que j'allais le faire. Et alors, comme la parole de Dieu dit, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Et on s'arrange pour le faire. On s'arrange pour le faire. Et ça amène beaucoup de jeunes à imiter. Vous encadrez quand même des jeunes? Bien sûr, je suis présidente des femmes dans mon église. Je prie à la cité Bethel. Et je suis présidente des femmes et de jeunes filles dans l'église centrale, à cité Bethel centrale. Première rue? Ouais, première rue. Et c'est un peu ça. Dieu m'a fait cette grâce-là, avec ma petite expérience, 30 ans de mariage. Je sais que ce n'est pas facile. Mais comme je suis arrivée, je n'ai pas fait de fétiche, c'est que ce n'est pas aussi difficile. Et c'est la grâce de Dieu et la volonté de faire mieux pour aboutir à un bon résultat. C'est un peu ça. Un dernier mot peut-être à cette jeune femme qui veut se lancer en politique, qui est également mariée, qui se demande comment je vais m'y prendre. Je l'encourage. J'encourage tous les jeunes. Je sais que beaucoup de jeunes garçons se sont vraiment lancés. Et cette année, je vois aussi les jeunes femmes. Je vois que dans les groupes des candidates que ONU Femmes a créé, je sens et les ambitions des femmes, c'est déjà une très bonne chose. Et être mère, être épouse ne doit pas constituer un blocage. Être mère et être épouse ne doit pas constituer un blocage pourvu que vous puissiez bien parler le même langage avec votre conjoint, parce que pourvu que vous puissiez pas confondre les choses, et pourvu que vous puissiez mettre chaque chose à sa place et mettre chaque personne à sa place,
Parce que je me dis, les femmes qui sont ministres, qui ont leur époux et professeurs peut-être, qui ont leur époux enseignants, je me dis, quand ils sont au foyer, elles doivent continuer à se comporter comme épouses. Et puis, c'est comme ça avec les jeunes filles aussi. Je sais que jusqu'ici, beaucoup de femmes mariées respectent, beaucoup de femmes mariées respectent leurs époux, notamment vous. Et puis, c'est ça, je me dis que les jeunes filles doivent comprendre que combiner les tout, c'est possible quand on a la volonté, pourvu qu'on puisse aussi associer Dieu. Hein. Dans toutes choses, nous devons associer Dieu parce que c'est ça notre dernière force. Nous utilisons, mais à la fin des comptes, c'est lui qui décide. Et nous devons aussi associer Dieu dans ça. Je les encourage en tout cas pour cette législation à être nombreuses et à affronter le terrain, à descendre sur le terrain, à battre campagne. Je sais qu'elles vont y arriver. Un mot pour la femme de l'Ituri, du Nord Kivu. Un mot pour la femme de l'Ituri, du Nord Kivu aussi. Du Nord Kivu. On n'a pas encore, je n'ai pas encore, j'avais cru que vous alliez me poser la question sur, avant de parler sur la femme de l'Ituri, et sur notre regroupement, peut-être que vous alliez poser la question sur le bilan rapidement, du président de la République. Le bilan du président de la République. On est déjà à la fin. On est déjà à la fin là. En train de chuter. Faites quand même le bilan du président de la République et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec l'autorité morale de la FDCA? On sait que les relations sont bonnes. Les relations sont bonnes. C'était quand même très chaud, hein? Ouais, très chaud. Et on avait raison. Les relations sont bonnes jusqu'ici parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Et actuellement, Ukraine et Russie et OTAN sont en train de chercher comment faire la paix. Donc, jusqu'ici, à mon sens, les relations sont bonnes. Et entre le professeur Bahati et le président Bikai. Et puis, pour le bilan du président de la République. Non, bon, je peux pas. Bon, de toute façon, je me dis que c'est bon. C'est positif, mais je ne peux pas confirmer comme ça. Nous faisons pas partie du gouvernement. Pour qu'on ait de preuves, qu'on ait des éléments probants pour démontrer, vous voyez. Mais c'est que je sais que nous soutenons le président de la République. Nous savons qu'il a la volonté de bien faire. Mais le social ne suit pas. Mais il faut d'abord la volonté. Le social va suivre comment? Le peuple dit qu'il ne mange pas la volonté. Quand quelqu'un n'a pas une bonne volonté, le social ne suivra pas, vous voyez. Nous savons que Fatou Béton a, comme on aime l'appeler, a la volonté de... Le peuple dit, il y a la volonté, beaucoup de promesses, mais beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues selon ce que les gens disent. Ça va arriver. Encore une fois... Il reste quelques mois. Ça va arriver. D'ici décembre. Non, mais quelques mois. Quelqu'un peut faire quelque chose qu'il n'a pas fait pendant un mois, le faire dans une semaine. Vous ne savez pas ça? Donc, femme de foi, vous êtes. Je sais qu'il a la volonté, madame. Je sais. Moi, je vous ai dit ici que je n'aime pas être négative. Je n'aime pas être pessimiste. J'aime être optimiste. J'aime croire à la personne. J'aime croire à ce que la personne dit. Donc, j'aime être positif, c'est ça. Vous croyez en un Congo plus beau, à une République démocratique du Congo développée et dans laquelle chaque Congolais pourra bénéficier des richesses du pays? Oui, un jour. Ça arrivera un jour. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci beaucoup à vous, Madame Marielle Mbikai, membre de l'Union Sacrée au cadre du Parti travailliste, épouse, mère, servante de Dieu, plusieurs casquettes pour une seule personne. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir sur ces plateaux et d'avoir votre
votre avis, vos idées sur ce que vous pensez. Grand merci à vous. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs et chers amis internautes, d'avoir été si nombreux à suivre cette émission. Merci à Miguel Mena qui l'a coordonné, Patrick Mungongo qui se trouvait du côté de la prise de vue. Merci à John Condé qui a assuré la prise de son, Isabelle Mouengo qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est dans quelques jours, si Dieu nous prête vie. Mais avant, le prochain rendez-vous, portez-vous bien chez vous et merci. Élection de 2023. Quel remède pour un processus électoral apaisé? Désignation des membres des familles comme suppléants. Cela ne risque-t-il pas de créer des frustrations au sein des partis politiques? La situation sécuritaire fragile dans l'est du pays ne va-t-elle pas perturber le processus électoral? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Marielle Bikaï, députée honoraire et au cadre du Parti travailliste, épouse et mère servante de Dieu. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h.